Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une, un numéro qui est consacré à la guerre en Ukraine. La guerre continue en Ukraine et malgré les appels à l'aide du président ukrainien Volodymyr Zelensky, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne réunis en sommet à Versailles ont exclu jeudi toute adhésion prochaine de l'Ukraine à l'Union européenne et l'OTAN refuse d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Pendant ce temps, le nombre de personnes ayant quitté l'Ukraine dépasse désormais le cap des 2 millions, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Merci d'être avec nous et pour débattre de ce premier sujet. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elsa Vidal tout d'abord. Bonjour Elsa, vous êtes rédactrice en chef et chef de la rédaction en langue russe à RFI. Bienvenue. Et nous avons aussi un grand habitué cette fois-ci à ma droite, Gauthier Revensky, notre éditorialiste à France 24. Merci Gauthier aussi de vous être joint à nous. Alors Elsa, je commence tout d'abord avec vous pour parler du plan diplomatique. L'idée aujourd'hui dans cette émission, c'est de parler de l'après, d'essayer de se projeter un minimum. En tout cas, sur le plan diplomatique, tous les efforts pour mettre fin à la guerre ne marchent pas. Tous les appels téléphoniques qui ont duré des heures, entre autres, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ne donnent rien. Et nous avons l'impression aujourd'hui, même dans le dialogue entre Ukrainiens et Russes, qu'on assiste à un dialogue de sourds. Oui, je comprends qu'on puisse avoir cette impression, mais je ne pense pas que ce soit ce qui se passe en réalité. Je pense qu'au contraire, on voit un déploiement d'efforts à tous les niveaux, que ce soit au niveau global, au niveau multilatéral et bilatéral. Il me semble qu'il y a beaucoup d'initiatives de représentants étrangers, que ce soit les Turcs ou les Israéliens, le président français aussi en sa qualité de président de l'UE pour cette période encore. Et il me semble au contraire qu'on a enclenché un effort diplomatique du plus haut niveau qu'on ait pu peut-être observer en Europe et aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'il faut tout de même prendre un peu de recul. C'est une question de temps. On est entré dans la 3e semaine. Les sanctions qui ont été prises, qui sont d'un niveau inégalé, qui visent en plus maintenant des personnalités qui ont voté les différentes lois en Russie, ces sanctions, elles vont commencer à produire leurs effets, tant sur la population que sur les élites. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont véritablement se distiller dans le système international et il faut, pour l'instant, garder le canal diplomatique ouvert. C'est normal qu'on n'arrive pas à conclure. Oui, parce qu'on n'avance pas, en l'occurrence. Les deux se sont quittés, par exemple, en fin de semaine. On n'arrive pas vraiment à avancer. Les premières discussions étaient plutôt sur le plan humanitaire et les couloirs humanitaires. Mais on a l'impression que chacun tient absolument à sa propre histoire, à sa propre version de l'histoire, en tout cas, sans trop écouter ou entendre, en tout cas. Moi, je pense qu'il y a effectivement une position de confrontation. On est entré dans une logique confrontationnelle et de survie pour l'Ukraine. Et du côté russe, il y a eu des demandes extrêmement précises qui ont été énoncées, pas véritablement initialement envers l'Ukraine, mais plutôt aux partenaires occidentaux sur la question de l'OTAN. Pour le moment, le fait qu'on ait déjà eu des discussions sur les corridors humanitaires, c'est d'une part un bon signe et d'autre part, c'est normal que les négociations prennent du temps. On fait très peu de concessions quand on est en position de force. Bien sûr. Bien sûr. Alors, en parlant justement de position de force, Gauthier, alors sur le plan diplomatique, on n'avance peut-être pas, mais militairement, on avance et surtout, on avance sur le terrain. Alors, il y a plus de 120 000 soldats russes qui sont aujourd'hui en Ukraine. On voit plusieurs fronts, puisqu'il se passe beaucoup de choses dans le sud, dans le sud-est, vers l'est. Et tous les yeux sont arrivés aussi sur Kiev, à tel point que certains spécialistes se demandent si la bataille de Kiev n'est pas à l'heure, pendant que Vladimir Poutine et ses équipes prennent tout le russe, ont la main mise aujourd'hui quasiment sur la mer d'Azov. Comment ça se passe sur le terrain ? Vous avez tout dit. Presque. C'est-à-dire que si on part du principe qu'il y a un concept relativement rationnel de la part de Poutine, de la direction russe, il faut bien souligner toujours la direction russe, c'est que, effectivement, la mer d'Azov est capitale puisqu'elle boucle la possession ou une partie de la possession de la mer Noire avec la Crimée, depuis l'annexion de la Crimée, et que, de fait aussi, c'est asphyxier un peu plus encore l'Ukraine que de la priver d'un débouché maritime. À partir de là, est-ce que Kiev n'est qu'un leurre, comme vous le disiez, ou est-ce qu'on se donne du côté russe cette possibilité en attendant que Kiev éventuellement tombe comme un fruit mûr, parce qu'on a compris aussi que c'était moins facile que prévu. Bien sûr. Donc ça peut être les deux. À partir du moment où Kiev serait tombé, il resterait encore l'ouest ukrainien qui est très, très ancré, lui, dans l'identité ukrainienne, encore que cette identité, elle a beaucoup bougé et qu'elle s'est beaucoup étendue à la faveur de cette guerre. Mais
effectivement, il peut y avoir même ces deux fronts simultanés, desquels on peut lever le pied selon celui qui marche le mieux ou qui marche le moins bien. Ça, c'est un point. Mais le deuxième point, c'est que on est forcément, et ça c'est la leçon, me semble-t-il, de toute cette guerre, on est dans le retour du politique, de l'idéologie. Oui. Et que Vladimir Poutine, comme dictateur, est animé par l'idéologie. Et parfois, vous savez qu'elle dépasse les réalités stratégiques, militaires, et qu'il y a parfois des folies qui sont commises par des dictateurs. Alors, je sais bien, on va nous dire qu'il y a le fameux point Godwin, mais enfin, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale est parlante et criante de ce point de vue-là. Quand Hitler, justement, rentre en Union soviétique et qu'il travaille avec les nationalistes ukrainiens de l'époque, il a des arrières, il poursuit vers Moscou, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime ses arrières au risque, justement, d'être esseulé. Militairement, c'est un non-sens. Idéologiquement, ça cadre complètement avec la politique nazie, qui est une politique anti-slave. Vous voyez comment les deux peuvent jouer. En fait, la grille, c'est la grille de lecture qui peut différer, effectivement. D'un autre côté, on le voit, les États-Unis et l'OTAN disent il n'y aura pas de zone d'exclusion aérienne au sud de l'Ukraine. L'OTAN, on le répète tous les jours, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. N'empêche, bien évidemment, les États-Unis sont à la tête des pays qui imposent aujourd'hui des sanctions à la Russie, mais la réalité, c'est jusqu'où l'OTAN peut et doit rester complètement indépendant de ce conflit, ou en tout cas neutre dans ce conflit, si toutefois on peut l'être. Puisque tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si l'OTAN ne vient pas aussi appuyer l'effort derrière, est-ce qu'on peut vraiment arriver à quelque chose, ou tout simplement on va démanteler l'Ukraine ? Alors, il y a un précédent pour répondre à votre question. C'est 1999, les bombardements de l'OTAN sur Belgrade. Exactement. Ces bombardements-là n'ont répondu qu'à qu'à un seul fondement juridique, c'était celui de l'ingérence pour secourir un peuple, les albanophones du Kosovo, qui était massacré. Donc ça veut dire qu'en théorie, tout cela serait possible. Mais là, on arrive aux limites du nucléaire, de la dissuasion nucléaire. Pourquoi il n'y aura pas de zone d'exclusion aérienne en Ukraine? Parce que Poutine considérerait ça comme un acte d'agression et que Poutine a le feu nucléaire. Mais de toutes les manières, Poutine disait aussi que le fait d'imposer des sanctions, etc., tout ça, c'est des actes d'agression, mais on fait quand même. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'Occident se passe aussi d'une force de dissuasion, puisqu'on passe notre temps juste à dire à Poutine tout ce qu'on ne va pas faire. Oui, mais la dissuasion, vous avez raison de le dire, la dissuasion, c'est quoi? C'est considérer que les deux parties sont dans une logique de préservation de leur territoire, de leur régime. On n'est pas absolument certain que Vladimir Poutine soit dans cette logique-là. Et que donc, quand je disais les limites du nucléaire, ça veut dire que s'il n'y avait pas d'armes nucléaires, oui, bien sûr, l'OTAN interviendrait en disant, bon, ça va être une bataille effroyable, on intervient avec des avions, des tanks, et c'est une bataille conventionnelle. Malheureusement, on n'en est pas là, donc le nucléaire est un frein à l'action, parce qu'en face, on ne sait pas si on a quelqu'un qui marche dans cet échange qui est la dissuasion. Et c'est ce qui a permis peut-être aussi, il y a des interventions comme en Irak ou en Libye, puisqu'il n'y a pas d'armes nucléaires. Avec des zones d'exclusion aérienne en Irak après la Première Guerre du Golfe. Alors, Elsa, Vladimir Poutine répète à tout va que l'Ukraine est une partie de la Grande Russie. On parle des Ukrainiens comme étant des Russes, finalement. Est-ce que c'est facile, du coup, d'aller envoyer une armée combattre, des soldats combattre leurs frères ? Non, c'est loin d'être facile. Et le climat de répression... Et est-ce que c'est admis par les Russes ? C'est une vaste question, admis. Alors, le climat de répression qui s'est enclenché depuis le début de la guerre témoigne du fait que les autorités russes sont très nerveuses et très sensibles aux manifestations d'opposition qui se passent dans le pays. Il faut rappeler qu'elles sont, même s'il ne s'agit pas d'un soulèvement qui permet de changer le régime à l'heure actuelle, elles sont tout de même inégalées. On parle de un peu plus de 13 900 personnes qui ont été détenues dans le cadre de manifestations contre la guerre. On parle aussi d'adoption d'une législation spécifiquement taillée pour empêcher les gens de parler de la guerre, les médias de parler de la guerre, et qui réprime, qui pénalise la participation à des manifestations, le fait aussi d'appeler aux sanctions contre la Russie et le fait de critiquer l'action des forces armées, que ce soit pour les médias, les organisations ou les simples citoyens. Donc les autorités russes sont bien sûr inquiètes de ce soutien, d'autant que peu avant le début de la guerre, il y a eu un grand sondage réalisé par un institut qui est très respecté, l'Institut Levada, dans lequel il ressortait que la peur des Russes, la première peur après la maladie d'un des proches, c'était la guerre. Et la deuxième inquiétude, c'était la hausse des prix.
Et c'est exactement ce qu'ils ont eu. D'autant plus que, c'est pour ça qu'on n'arrêtait pas de répéter au départ, que Vladimir Poutine pensait avoir une blitzkrieg et c'est pas ce qu'il a eu. Donc aujourd'hui, ça dure depuis au moins 2 semaines. Alors Gauthier, on l'a vu, les États-Unis ne veulent pas que l'OTAN intervienne. Il y avait cette question des avions, de pouvoir aider l'Ukraine avec des avions. On a dit qu'on ne pouvait pas donner des avions de l'OTAN. La Pologne a proposé les MiG-29 et les États-Unis étaient un peu embarrassés. Finalement, ils n'ont rien fait. Mais jusqu'où est-ce que les États-Unis n'auraient pas trahi l'Ukraine aujourd'hui? Puisque quand on revient faire un petit peu d'histoire, il y a quelque chose qui s'appelle le mémorandum de Budapest, qui a été signé entre autres par l'Ukraine, avec la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et pour faire très court, ce mémorandum, en gros, garantissait à des pays comme l'Ukraine que les autres pays, entre autres les États-Unis, pouvaient lui garantir son intégrité territoriale à partir du moment où il y a la ratification du traité de non-prolifération nucléaire. Aujourd'hui, l'intégrité territoriale de l'Ukraine est en danger et les États-Unis ne font rien. C'est un traité pourtant qui a été signé dans les années 90, mais quand même reconfirmé en 2009. Oui, et signé par la Russie aussi. Exactement. Donc l'histoire du mémorandum de Budapest, ça renvoie à ce que la direction russe et Poutine appellent la trahison de l'Ouest. C'est-à-dire que en marge donc dans ces conditions requises pour signer le TNP, le traité de non-prolifération, il y avait cet arrangement et qui avait été également étayé par, au moment de la réunification de l'Allemagne, l'engagement de l'OTAN de ne pas avoir de troupes stationnées dans l'ex-RDA, donc la partie aujourd'hui orientale de l'Allemagne. De fait, il y a eu par la suite avec la Russie un arrangement qui permettait ce stationnement et surtout, alors là vous allez me dire que c'est une argutie un peu fallacieuse, qui consiste à dire que ce texte, non pas celui de Budapest, mais le précédent, n'avait pas été signé, qu'il n'avait aucune valeur juridique. Oui. Et donc, on jongle et on surfe sur cette ambiguïté-là, qui n'est pas de bonne loi, il faut bien le reconnaître. Mais sur la question de l'Ukraine, et pour répondre à ce que vous me disiez, sur l'impuissance américaine, je crois que ça répond, si vous voulez, c'est là une des failles du renseignement américain, à l'incapacité de penser une invasion russe. Je veux dire par là que la matérialité de la relation entre l'Occident et la Russie est quelque chose qu'on a surprivilégié en oubliant totalement le côté idéologique et presque émotif de Poutine. Merci beaucoup Gauthier pour ces explications. Merci Elsa d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Surtout restez en place. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de cette spéciale sur la guerre en Ukraine. À tout de suite.